Que se passe-t-il entre l'Arabie saoudite et le Yémen? Il y avait un avion civil iranien en route vers le Yémen, avec à son bord une délégation yéménite. Quand ils sont arrivés dans l'espace aérien yéménite, ils ont voulu atterrir à l'aéroport international de Sanaa, mais ils ont été interceptés par l'armée de l'air saoudienne et des chasseurs ont tenté de les forcer à quitter l'espace aérien. L'avion s'est alors dirigé vers l'ouest du pays, mais les Saoudiens ont frappé la piste de l'aéroport international de Sanaa. Finalement, l'avion iranien a atterri dans l'ouest du Yémen, à l'aéroport d'Al-Hodeïda, si je ne me trompe pas. Ensuite, le Yémen a déclaré qu'il allait riposter. Et au moment où on parle, ils ont effectivement réagi. Ils ont frappé au moins 2 cibles, 2 sites en Arabie saoudite. Ils ont attaqué avec des missiles balistiques et des drones. Ils ont frappé l'aéroport international d'Aba, ainsi que la base aérienne du roi Khaled. Ils ont touché ces 2 cibles. Ensuite, ils ont publié un communiqué ici. Ce communiqué disait, dans ce contexte, « Nous mettons en garde toutes les compagnies aériennes contre le survol de l'espace aérien saoudien et nous les exhortons à prendre cet avertissement au sérieux. Tant que le blocus de l'aéroport international de Sanaa n'est pas levé. En gros, ils imposent un blocus à l'Arabie saoudite jusqu'à ce que celle-ci décide de lever le siège sur le Yémen. C'est là toute la complexité du problème. Alors, quelle est votre lecture de ce genre d'attaque? Qu'est-ce que l'Arabie saoudite cherche à obtenir? C'est une bonne question, parce que vous savez, les Saoudiens ont été un peu partout dans le conflit iranien. That's a good question because, the Saudis have been all over the place in the Iranian conflict. The way back, they thought. Et vous savez, à l'époque, ils pensaient qu'ils allaient éliminer les Houthis sans difficulté. MBS avait organisé une sorte de grande démonstration de force, si on peut dire, pour préparer ce conflit, puis il a fini par reculer, la queue entre les jambes. De la même façon, pour le conflit avec l'Iran, d'après ce que je comprends, les Saoudiens, en coulisses, poussaient Trump à agir, pensant que ça éliminerait les Iraniens comme contrepoids à leur influence. En fait, tout ça remonte très loin, jusqu'à la révolution iranienne de 1979. À l'époque, la CIA, le MI6 et d'autres acteurs occidentaux utilisaient les Saoudiens pour diffuser la version wahhabite de l'islam sunnite, en la radicalisant, en la politisant, dans des pays comme le Pakistan, en Arabie saoudite et ailleurs. L'idée, c'était de contrebalancer l'influence grandissante de l'Iran en rallumant la fracture entre chiites et sunnites. Et ça s'est retourné contre eux de bien des façons. Ça s'est retourné contre eux au Pakistan. Ça s'est retourné contre eux en Afghanistan. Et ça s'est aussi retourné contre eux quand ils ont en quelque sorte préparé le terrain pour l'émergence de mouvements comme Daesh, Al-Qaïda, Al-Nusra et d'autres du même genre. Tous issus, pour l'essentiel, des courants sunnites les plus radicalisés, pas du chiisme. Une grande partie de tout ça a été faite pour contrebalancer le régime iranien, qui en réalité n'était pas tant motivé par le chiisme que perçu, du point de vue occidental, comme une critique de l'influence américaine, occidentale et israélienne au Moyen-Orient. Et plus particulièrement en Iran, mais aussi vis-à-vis des populations chiites et des Palestiniens dans toute la région. Aujourd'hui, on a donc les Houthis, qui représentent leur propre version du chiisme. Mais l'Iran a vu là une occasion de créer un alignement en faveur des laissés-pour-compte du Moyen-Orient, en soutien aux courants proches des chiites. Et ils sont très résistants. Le Yémen, c'est une histoire très ancienne. Et là-bas, il y a un groupe de gens qui incarnent une forme de résistance. Des gens qui ne se laissent pas faire, qui ne disparaissent pas sans se battre. Les efforts des Saoudiens pour les écraser ont échoué, même si nous avons, en quelque sorte, lâché une version d'Al-Qaïda là-bas, au Yémen. Nous avons contribué à détruire leur économie et leur société, mais nous n'avons pas vaincu les Houthis. Alors, Trump, comme on le sait, au tout début de l'année 2025, est intervenu pour essayer de s'assurer, de garantir même,
que cette frappe en particulier aurait bien lieu. Il a déclaré qu'il allait écraser les Houthis en 30 jours. Mais au final, les conversations sur Signal entre les membres de son équipe ont fuité. On y voyait que le vice-président Vance était déjà, à l'époque, très sceptique sur les interventions au Moyen-Orient. Il disait qu'il ne pensait pas que ça marcherait. Mais la mort de Haig a tout relancé, avec un enthousiasme presque aveugle, un peu comme pendant la guerre contre l'Iran. Bien sûr, Trump n'a pas pu gagner. C'était justement le point de Larry Johnson. Comment garder le détroit d'Ormuz ouvert alors qu'on n'a même pas réussi à vaincre les Houthis, qui ne sont qu'une version bien plus petite de l'Iran? Et donc, au final, on est simplement parti, en faisant semblant d'avoir gagné. Mais la mer Rouge, enfin, elle n'a jamais vraiment rouvert comme avant, depuis que les Houthis y ont imposé des restrictions et des contrôles. Ensuite, il y a eu la montée vers la guerre avec l'Iran, et les Houthis ont déclaré qu'ils seraient prêts à intervenir quand on le leur demanderait, ou quand le moment serait venu. Au début de la guerre, MBS était aux côtés de MBZ, des Émirats arabes unis et des Émiratis dans une certaine mesure, mais beaucoup moins avec les Qataris. Les Bahreïnis, eux, font à peu près tout ce que veulent les Saoudiens, dans l'ensemble, parce qu'à Bahreïn, une famille royale sunnite gouverne une population majoritairement chiite. Et avec la forte présence militaire américaine, le Koweït fera tout ce que les États-Unis lui demanderont. Je veux dire, ils sont aussi dociles qu'on peut l'être. Ils ont... Non seulement les frontières et les rapports de pouvoir ont été créés par l'Empire britannique bien avant l'Empire américain, mais c'est tout simplement dans leur nature, et ça l'a toujours été depuis longtemps. Mais au fil de la guerre, MBS et les Saoudiens ont commencé à hésiter. Poutine et les Russes les ont fortement dissuadés de s'impliquer davantage dans le conflit et de rejeter la proposition, aujourd'hui sans suite, de feu, le sénateur Lindsey Graham, qui voulait qu'ils rejoignent officiellement et pleinement la guerre contre l'Iran. Je pense qu'on peut dire feu le sénateur Lindsey Graham. Ah oui, feu le sénateur Lindsey Graham. Oui, tout à fait. Disons simplement que nous ne sommes pas tous en deuil. On va le dire comme ça. Il y a des gens dont on pleure la mort et d'autres dont on ne la pleure pas. Et Lindsey Graham fait partie de la deuxième catégorie, vu la quantité de morts qu'il a provoquées dans le monde pendant qu'il était sénateur des États-Unis, et avant ça, membre de la Chambre des représentants. Mais vers la mi-mars, ou un peu plus tard, les Saoudiens ont changé de ton. Ils ont estimé que ce conflit mettait trop de choses en danger, que les États-Unis ne pouvaient pas le gagner comme ils le pensaient, ni comme les Saoudiens le pensaient. Alors ils ont commencé à se retirer, à se désengager progressivement. En fait, ils ont lancé une sorte de voie parallèle avec les Pakistanais, les Turcs et les Iraniens pour créer une espèce d'OTAN islamique destinée à contrebalancer la pression des États-Unis et d'Israël dans la région. Mais vous savez, MBS hésite sans cesse à aller jusqu'au bout de cette idée. Les Qataris aussi, ils avancent puis reculent. Les Émiratis, pareil. Et on le voit bien, il n'y a pas vraiment de raison pour les Saoudiens d'intensifier les frappes contre les Houthis à ce stade. Mais il semble que les Saoudiens aient permis que leurs bases aériennes soient utilisées pour attaquer l'Iran, alors qu'ils avaient dit qu'ils ne le feraient pas. Même chose du côté des Qataris. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, le groupe le plus enthousiaste dans toute la coalition du Golfe, le CCG, c'était les Émiratis. Mais il semble qu'aujourd'hui, ce soit justement les Émiratis qui se retirent un peu. Peut-être parce qu'ils comprennent que Dubaï pourrait bien disparaître s'ils ne trouvent pas un accord avec l'Iran. Donc, j'ai été un peu surpris de voir les Saoudiens commencer à frapper les Houthis et en quelque sorte les inviter à réagir, ce qu'ils allaient probablement faire de toute façon. Parce que jusqu'ici, l'escalade du côté iranien est restée plutôt contenue.
bien plus contenu qu'on ne le pense ou qu'on le reconnaît en Occident. Parce que fermer cet autre détroit, ce n'est pas juste, comme certains disent, 4 ou 5%. En réalité, c'est plus que ça. C'est par là que beaucoup contournaient le détroit d'Ormuz, notamment les Saoudiens. Alors oui, les Saoudiens peuvent passer par d'autres routes, mais ce sera bien plus coûteux, plus cher et plus long. La vraie question, c'est combien de temps on peut garder les deux détroits fermés, vu la quantité de pétrole, de gaz naturel, d'engrais, d'hélium pour les puces électroniques, celles qui servent à l'intelligence artificielle et à l'informatique, qui représentent une part énorme de la croissance de l'économie américaine sous le président Trump. Donc le risque ne cesse d'augmenter. Et vous savez, le concept du professeur Pape, ce qu'il appelle le piège de l'escalade, semble aujourd'hui plus pertinent que les issues de secours qu'on a vues à plusieurs reprises dans les différents accords que le vice-président Vance a négociés avec l'Iran. Et Trump continue de montrer qu'il est incapable de conclure un accord. Mais ce qui me surprend, c'est que tout dépend maintenant des pays du Golfe. S'ils ne veulent pas être frappés ou risquer de l'être gravement, c'est à eux d'accélérer la mise en place d'un nouvel accord de sécurité au Moyen-Orient. Un accord qui exclurait les États-Unis et qui contiendrait Israël. Mais tant qu'ils restent trop occupés à se préoccuper de leurs opposants internes, que ce soit les milices chiites en Irak, le Hezbollah chiite au Liban, les Houthis au Yémen ou les Iraniens, au lieu de se concentrer sur la menace sécuritaire plus large que représente la présence américaine et un président mentalement instable à la Maison-Blanche, ils risquent de laisser la situation leur échapper complètement, d'une manière qu'ils ne pourront plus maîtriser. L'un des grands problèmes, Robert, c'est la question du pétrole et de l'énergie. Et on sait bien quelle est la situation avec l'Arabie saoudite. S'ils veulent riposter contre les Yéménites, ils n'ont pas accès au golfe Persique en ce moment. Du coup, ils ont un oléoduc qui va jusqu'à la mer Rouge. Si les gens d'Ansarullah, au Yémen, décident d'attaquer cet oléoduc ou leurs installations pétrolières, ce sera très facile pour eux de toucher leur cible. Parce qu'il est pratiquement impossible pour l'Arabie saoudite de contrôler ou de défendre cet oléoduc. C'est presque impossible. Et franchement, je ne comprends pas quel est leur raisonnement quand ils décident d'attaquer le Yémen de cette manière. C'est juste que tu vois, ils ont attrapé la maladie Trump. Parce que surtout, en plus, ça aide vraiment les Iraniens à s'en tirer. Ça leur permet de laisser les Houthis frapper les infrastructures pétrolières et de fermer un autre détroit plutôt que d'essayer de le faire eux-mêmes. Et jusqu'ici, ils ont évité de riposter contre les Saoudiens pendant cette dernière série d'attaques en représailles. Globalement, ça revient à leur donner le feu vert pour laisser les Houthis faire le travail à leur place. Et les Houthis, eux, sont impatients de montrer leur valeur dans ce contexte et dans ce conflit. Donc oui, je suis d'accord, je trouve ça déroutant. Au début, quand j'ai entendu ça, j'ai même pensé que c'était peut-être Israël qui faisait semblant d'être les Saoudiens. Mais non, c'était clairement les Saoudiens. Donc tout ça, c'est juste contre-productif. On voit bien une incapacité dans une grande partie du monde aligné sur les États-Unis et Israël à raisonner de manière claire et rationnelle. Un peu comme ce qu'on observe entre les États-Unis et l'Europe de l'Ouest à propos de la Russie. On voit une logique que n'importe quel analyste indépendant, quelqu'un qui n'a pas d'intérêt particulier dans le conflit, regarderait en disant « ça n'a rien de rationnel ». C'est peu probable que ça donne le résultat recherché. Ça réduit vos chances de succès et ça augmente vos risques. Et peut-être que les Saoudiens se sont dit que c'était le bon moment pour montrer quelque chose aux Houthis, puisque l'Iran est distrait par l'attaque américano-israélienne.
Mais c'était un raisonnement bancal, si c'est vraiment ce qu'ils font. Je veux dire, il faut aussi se rappeler que beaucoup de ces États du Golfe sont des monarchies oligarchiques, sans légitimité démocratique ni autorité issue de leur population. Et souvent, ils agissent à l'encontre de ce que veulent leurs citoyens, que ce soit vis-à-vis des États-Unis ou d'Israël. La première grande plainte de Ben Laden, c'était la présence de l'armée américaine près de la Mecque et de Médine. Ce n'était rien d'autre. C'était l'un de ses principaux griefs contre les États-Unis, au moment où il est passé de la coopération avec eux en Afghanistan à l'opposition, quelques années plus tard. Alors, ça fait déjà pas mal de temps que c'est une source de controverse, aussi bien dans le monde saoudien que dans celui des familles royales en général. Et puis, tout le monde arabe et musulman a regardé impuissant pendant que ces pays ne faisaient pratiquement rien pour empêcher Israël de raser Gaza. Ensuite, ils refusent de retirer les bases militaires américaines de leur région, alors que ces bases sont clairement une invitation à se faire attaquer. Et ils réagissent avec une indignation morale quand ils sont frappés, après que les États-Unis ont utilisé leur territoire pour lancer des attaques contre l'Iran. Franchement, j'ai vu certaines de ces princesses des Émirats, du genre « Oh, comment osent-ils faire ça ?» Eh bien, c'est un rappel, non? Les Saoudiens ont-ils déjà gagné une guerre? Sérieusement. Je veux dire, quand on regarde, on voit bien que ce n'est pas la génération de leurs parents, ni de leurs grands-parents, ni même de leurs arrière-grands-parents. Des gens marqués par la retenue géopolitique, des personnes qui ont grandi dans la difficulté, qui ont bâti leur pouvoir à la dure. Et puis à l'opposé, on a ces enfants gâtés, privilégiés, qui ont grandi en jouant à Call of Duty, comme MBS et MBZ, profondément influencés par la culture occidentale. Ils sont déconnectés d'une grande partie de leur propre histoire, avec des frontières héritées d'un pouvoir venu de l'Empire britannique à l'ouest. En ce sens, ils ne pourraient pas être plus différents du Hezbollah, plus éloignés de la résistance palestinienne, plus distants encore des Houthis ou des Perses et de l'Iran, qui défendent une civilisation ancienne, l'une des plus anciennes du monde. Je pense que ce que vous voyez, ce sont des exemples de personnes dont les compétences politiques sont vraiment très limitées. Vous voyez une bande de jeunes, privilégiés, choyés, avec un chef qui se prend pour un roi à la Maison-Blanche. Et ça montre à quel point cette combinaison peut être dangereuse pour le monde. On n'a rien vu de comparable depuis la Première Guerre mondiale, quand tout le monde a perdu la tête. Sans la Première Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu Hitler, pas de fascisme, pas de communisme. Cette guerre a plongé le monde dans le chaos pendant presque un siècle. Et aujourd'hui, on retrouve le même niveau de bêtise, d'incompétence, de sentiment d'impunité, d'arrogance et d'hubris en Occident que celui qu'on voyait à l'époque. Robert, Donald Trump a annoncé que le blocus américain contre l'Iran entrerait en vigueur demain à 20h. Alors voilà la question. Qu'est-ce qui a changé jusque-là? Il avait décidé de lever le blocus, il a signé un document qu'il a appelé le fameux protocole d'accord, et maintenant, il remet le blocus en place. Et en plus, il parle même d'imposer une taxe de 20% avec le nouveau système de péage qu'il veut instaurer dans le détroit d'Ormuz. Le gouvernement iranien, le ministre des Affaires étrangères, ont déjà réagi à Donald Trump. Mais qu'est-ce qu'il cherche exactement avec ce blocus en le rétablissant? C'est simple. Bébé Trump est fâché. Bébé Trump veut bombarder. Bébé Trump veut bloquer. Bébé Trump obtient ce que bébé Trump veut. C'est littéralement la logique. Il n'y en a pas d'autre. Tous les observateurs géopolitiques objectifs aux États-Unis l'ont dit dès le départ. Qu'est-ce que vous espérez accomplir ici? Même des gens très critiques envers l'Iran, même des soutiens convaincus du président Trump,
disent qu'il n'y a aucun objectif gagnant. On ne peut pas, en les bloquant, améliorer le trafic dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique. On ne peut pas non plus, en les bombardant, améliorer le trafic qui sort du détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique. Et il faut que ça sorte, comme Trump lui-même l'a reconnu il y a seulement quelques semaines, environ 4 semaines en fait. Il a dit « On a 4 semaines avant de ne plus pouvoir utiliser toutes nos réserves pour compenser tout ce qui manque à cause du Golfe. » Et ça ne parle même pas de l'hélium. La Chine vient d'aggraver le problème en annonçant qu'elle n'exporterait plus d'hélium. C'est pourtant l'un des plus grands producteurs mondiaux. Résultat, la moitié de l'hélium disparaît du marché mondial. Et l'hélium, ce n'est pas quelque chose qu'on peut stocker. Il faut un approvisionnement constant, continu. Et à quoi sert l'hélium? Aux puces électroniques. À quoi servent les puces semi-conductrices? À toute l'infrastructure informatique des centres de données aux États-Unis. Et à quoi ça mène? Eh bien, à presque toute la hausse du marché boursier américain. Presque toute la croissance du PIB pendant le deuxième mandat de Trump vient de l'intelligence artificielle et du développement des capacités de calcul. Donc, il met tout ça en danger, y compris le boom boursier dont il s'attribue le mérite. Et pourquoi est-ce que c'est important? Normalement, ça ne devrait pas l'être autant, puisque la bourse est surtout détenue par les 10% les plus riches. Mais aujourd'hui, dans notre économie américaine en forme de K, ces 10% représentent plus de la moitié des dépenses de consommation. Donc, ça veut dire que si les marchés s'inquiètent, s'ils se replient, non seulement on risque une implosion du marché des actions, ce qui pourrait toucher les plans de retraite, les 401k, les IRA et les avantages des travailleurs américains, mais en plus, ça pourrait entraîner une forte baisse de la consommation intérieure. Et ça aurait toute une série de conséquences et de répercussions sur l'économie américaine, indépendamment du problème des engrais qui crée une pénurie alimentaire et indépendamment aussi de la hausse des prix de l'énergie parce que les marges de raffinage continuent d'augmenter. Moi, je ferais presque abstraction des prix à terme parce qu'il y a eu tellement de manipulations sur ces marchés à terme et dans leur calendrier que certains mouvements semblent réguliers et prévisibles, au point qu'on peut penser qu'il y a probablement une intervention gouvernementale derrière. Mais ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas imprimer du carburant. Et le carburant, notamment celui qui vient du Golfe, on en dépend énormément. Le président l'a d'ailleurs reconnu il y a un mois. Donc, ce qu'il faut surveiller, ce ne sont pas les prix à terme. Ce qu'il faut suivre, ce sont les prix domestiques américains. Le prix de l'essence à la pompe, le prix du diesel, le prix du kérosène. Et le diesel, c'est crucial, parce que ce n'est pas seulement la principale source d'énergie pour l'agriculture américaine, c'est aussi le pilier de tout notre réseau de distribution, pour les routiers et pour le transport en général. Donc quand le prix du diesel augmente, eh bien presque tous les autres prix augmentent aussi dans l'économie américaine, parce que le diesel est essentiel pour transporter les marchandises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour la personne ordinaire, c'est de la vraie inflation. Par exemple, quand ils ont imposé des sanctions à la Russie, une grande partie de l'inflation a surtout touché les élites. C'était les sacs de luxe qui ne pouvaient plus s'offrir, ou qui avaient doublé de prix. Mais comme la Russie était autosuffisante en énergie, autosuffisante en nourriture, et qu'elle produisait de plus en plus ses propres biens de consommation courante, ou les importait de Chine sans sanction, le Russe moyen, lui, ne l'a pas vraiment ressenti. Ce qu'il y a de pire avec cette inflation, c'est qu'elle frappe le plus fort les Américains ordinaires, sur tout ce qu'ils paient au quotidien. À chaque fois qu'ils vont faire le plein, à chaque fois qu'ils vont au supermarché, à chaque fois qu'ils passent dans un magasin de gros, à chaque fois qu'ils regardent leur facture d'électricité.
et ils vont en tenir Trump directement responsable. Ils vont accuser en particulier ses politiques de guerre. Et c'est justement contre ça que Trump avait fait campagne. Il disait « Je ferai baisser vos dépenses alimentaires. Je ferai baisser vos coûts de carburant. Je les ferai vraiment baisser. Je ramènerai le prix à moins de $3 à la pompe. Je ferai baisser vos factures d'énergie. Je vous le garantis. Et je tiendrai parole. » Et d'ailleurs, moi je ne ferai pas de guerre stupide au Moyen-Orient. En lançant une guerre stupide là-bas, il a trahi une promesse essentielle. Et le temps presse. On est à quelques mois des élections de mi-mandat. À ce rythme, Trump va être laminé à la Chambre. Les démocrates vont remporter une victoire écrasante. Il va aussi être balayé au Sénat. Les démocrates vont gagner largement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des enquêtes. Ça veut dire des procédures de destitution. Ça veut dire qu'il pourrait être écarté de la présidence et que tout son programme s'effondrerait complètement pendant les 2 dernières années de son second mandat. Voilà ce qui est en jeu. Et pourtant, il joue avec ça, comme s'il se racontait des histoires, en se persuadant que quelque chose peut marcher, alors que ça fait des mois et des mois que c'est prouvé que non. L'Iran ne cédera pas à des messages coercitifs. Les bombardements ne changeront pas la position de l'Iran. Le blocus du détroit non plus. Et lui, il court partout en disant « Le détroit est ouvert, le détroit est ouvert ». Tout le monde peut le voir sur les sites indépendants qui suivent le trafic. Non, ce n'est pas vrai. Il est fermé. Mais lui, il veut juste faire semblant que tout est ouvert, faire semblant que tout va circuler librement, et faire semblant que l'Iran va lui envoyer demain une lettre de capitulation. Il se berce d'illusions. Il s'invente des choses qu'aucune personne rationnelle ne pourrait croire. Et si quelqu'un doute encore que Trump agit avec une sorte de stratégie d'échec en 3 ou 4 dimensions, ou avec une intelligence supérieure, eh bien, ça devrait enfin mettre un terme à cette idée. Trump, c'est un peu le roi Lear à la Maison-Blanche, s'illusionnant encore et encore, s'enfermant dans des absurdités insensées qui mettent en danger l'économie mondiale tout entière, tout en affaiblissant la sécurité du Moyen-Orient et du monde, à force de maintenir ce conflit permanent avec l'Iran.